Le sport peut-il aider à promouvoir le développement dans les pays africains? Bienvenue et ravi de vous retrouver dans cette émission spéciale de Washington Forum, ici à Dakar, Coupe du Monde oblige. Nous enregistrons donc cette émission dans les locaux de B-News International, une de nos chaînes partenaires ici au Sénégal. Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5%, alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Pendant que la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques? Comment le continent peut-il profiter davantage des retombées du sport en général et du football en particulier? Quel est l'impact du sport dans les sociétés? Réponse avec nos invités. Rentabilité, prestige, image, les compétitions internationales comme la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques font courir. Même si les retombées économiques escomptées ne sont pas toujours au rendez-vous, beaucoup y voient une manière d'asseoir l'image à long terme d'un pays et donc un investissement sur la durée. Le point avec Yacouba Ouedraogo. Lorsque, le 2 décembre 2010 à Zurich, en Suisse, la FIFA déclarait le Qatar pays hôte du mondial 2022, devant les États-Unis, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon, plusieurs inquiétudes se sont soulevées. À l'époque, un seul des 8 stades prévus pour le mondial existait et la venue de plus d'1 million de supporters incitait à s'interroger sur la capacité d'accueil du petit émirat gazier. 12 ans plus tard, selon certaines sources, le Qatar a injecté plus de 200 milliards d'euros pour faire pousser des sables, stades et autres infrastructures ultramodernes et accueillir le mondial aux portes du désert. À quel prix? Ce mondial qatari fait l'objet d'accusations de corruption, non-respect des droits des travailleurs, migrants, discrimination à l'égard des femmes et des personnes LGBTQ et de problèmes environnementaux. Des voix se sont élevées pour appeler au boycott. Le Qatar utilise la Coupe du Monde pour améliorer sa réputation et se présenter sur la scène internationale différemment de ce qu'il est en réalité. Nous ne nous sentons pas à l'aise à l'idée de nous amuser en regardant les matchs quand on sait qu'il s'agit d'une dictature absolue où l'on ne peut pas y vivre librement sa sexualité sans être sévèrement persécuté. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ahmad Al Thani, fustige ce qu'il appelle une campagne de calomnie contre son pays. Le secrétaire général du comité d'organisation, Hassan Al-Tawadi, estime que ces critiques sont dues au fait que le Qatar est un pays arabe qui a été capable de jouer d'égal à égal et d'arracher l'organisation du tournoi. Le patron du football mondial, Gianni Infantino, parle d'hypocrisie des donneurs de leçons. Nous nous battons pour les droits de l'homme. Nous avons des résultats dans nos combats pour les droits de l'homme. Beaucoup plus de résultats que beaucoup d'autres choses stupides doivent être également dites. C'est l'hypocrisie de l'autre côté quand vous prétendez avoir la morale et donner des leçons de morale aux autres, mais en réalité, votre situation n'est peut-être pas si bonne non plus. La FIFA estime à plus de 6 milliards de dollars les retombées de ce mondial pour le Qatar, loin donc des montants colossaux investis. Mais le petit émirat gazier veut surtout développer son tourisme, polir son image à l'international et mieux se positionner dans la géopolitique. Merci beaucoup Yacouba. À présent, nos invités pour débattre de tout cela. J'ai avec moi le professeur Abdoulaye Sakho. Bonjour. Bonjour, M. Dia. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut Edge, fondateur du curriculum droit du sport, chercheur, entre autres, et vous travaillez beaucoup sur les questions liées à l'économie du sport. Avec moi également, Mamadou Kassé, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, écrivain. Vous avez également collaboré à l'ouvrage Sadio Mané, le roi lion, qui vient d'ailleurs de paraître aux éditions L'Harmattan. Bonjour, Monsieur Kassé. Bonjour, M. Dia. Alors, je démarre avec vous, professeur Sakho. On dit toujours que le sport aujourd'hui brasse des milliards de dollars et que c'est une affaire de gros sous. Quelle est un peu la part de l'Afrique?
Vous avez raison, M. Dia. D'abord, bonjour à vos téléspectateurs. Je suis très heureux de me retrouver avec vous et avec mon ami Kassé, qui est quelque part, une des mémoires du sport au Sénégal, du football en particulier. Mais je voudrais dire que votre question, elle ne va pas être facile. Parce que tout simplement, il va être difficile, et pour plusieurs raisons et plusieurs facteurs, d'évaluer la part du sport dans l'économie africaine. Ce n'est pas tellement évident. Tout à l'heure, vous avez dit que ça représentait environ 0,5 selon... 5, en fait, l'économie du sport représentait, vous avez dit, je crois, 5% du PIB, 2% du PIB mondial dans l'économie mondiale. Et que le sport ne représentait que 0,5%. Ces calculs, on a pu les faire peut-être dans des économies et dans des pays où il y a la possibilité d'évaluer. Chez nous, on a d'énormes difficultés. Kassé le sait très bien. D'abord, pourquoi c'est difficile d'évaluer le sport, la part du sport dans l'économie africaine? Le marché, sa taille, c'est quoi? La valeur de ce marché-là, qu'est-ce que ça brasse comme argent? On ne sait pas. Moi, je suis chercheur, je suis dans un centre de recherche économique. On a d'énormes difficultés à évaluer la taille du marché. Deuxièmement, les acteurs. C'est qui? Nous, les acteurs que nous connaissons, c'est ceux qui sont sur le terrain. Mais il y a d'autres acteurs et qui sont peut-être 10 000 fois plus importants, en tout cas du point de vue économique, que ceux qui sont en train de faire des compétitions dans le sport. On les connaît. Ils ont l'image, ils ont tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour dire que c'est difficile, la pratique et les goûts des consommateurs. Dans les économies développées, on les connaît un peu. C'est les maillots, c'est une manière de faire, c'est le merchandising, c'est tous les produits dérivés. Ici, c'est très difficile. Et l'équipe nationale de football... Il y a un énorme manque à gagner. Ah, énorme. C'est un fossé. La Fédération de football du Sénégal a tenté en se disant, écoutez, moi je vais jouer sur le merchandising de mon équipe, qui est devenue une équipe presque un label aujourd'hui, donc je vais m'organiser pour que les maillots ne puissent pas tomber entre les mains de n'importe qui et que l'on puisse vendre. Qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est soulevée en disant, c'est notre équipe, nous on a besoin de maillots à 10 000 francs. Eux, ils voulaient vendre. C'était un peu compliqué. Donc ça, c'est la question des consommateurs. Ensuite, si je reviens sur les acteurs, il y a les entreprises du secteur commercial et les entreprises du secteur sportif. Si je prends les entreprises du secteur sportif, c'est souvent ceux qui ont pour objet principal de faire une sorte de mobilité, de transfert de sportifs. Voilà, ça, c'est un problème. Combien rapportent ces transferts et cette mobilité de sportifs dans nos différentes économies? On ne peut pas calculer ça. On sait que peut-être il y a un président de club qui va s'en sortir. Il y a peut-être des familles qui vont s'en sortir. Sadio Mané fait beaucoup de choses aujourd'hui pour sa localité. Mais dans l'économie sénégalaise, combien ça pèse? On ne sait pas trop. Donc c'est des réussites économiques individuelles plus qu'autre chose. C'est pour ça que je vous dis, M. Dia, c'est un peu difficile d'évaluer. Malgré tout, on peut de manière empirique dire il y a tel, les infrastructures, il y a ceci. C'est un peu ce que je peux dire pour répondre à votre question en m'excusant auprès de vos auditeurs. Vous avez très bien répondu. De ne pas pouvoir vraiment répondre de manière exacte en tant que chercheur. Absolument. Voilà, merci. Alors, Mamadou, vous êtes ancien athlète et même si vous travaillez aujourd'hui un peu plus sur les questions sociales et de développement, pourquoi pensez-vous que le sport est transversal et touche un peu notre quotidien? Voilà, merci bien, M. Dia. Je pense que c'est l'occasion pour moi aussi de me mettre face à celui qui est considéré comme l'éminence grise du sport sénégalais et africain, en la personne du professeur Sakho, qui a un master qui est couru au niveau de l'université, parce que simplement nous considérons que le sport est une donnée à la fois économique et sociale dans ce pays et en Afrique de façon générale. Et effectivement, comme il l'a dit, l'Afrique est en train de sortir de l'amateurisme. Je pense que quand on parle d'amateurisme, on parle justement de la façon dont le sport est géré. Et je dois dire que l'expérience, en tout cas ma petite expérience du sport sénégalais, m'a permis de savoir que la première initiative en termes de valorisation du sport, de valorisation économique et sociale du sport et sportive du sport, provenait du défunt Lamine Diack, notre regretté Lamine Diack, qui avait mis en place une réforme qu'on appelle d'ailleurs jusqu'à présent la réforme Lamine Diack en 1969. Et depuis lors, le sport a surfé sous le régime de cette réforme-là, naturellement avec des déclinaisons qui ont engendré la création de nouvelles écoles de football, écoles de sport,
Mais de façon générale, on peut considérer que le sport en Afrique est en train de sortir de l'amateurisme, timidement. Et de ce point de vue, c'est un peu le mot aussi. Très timidement d'ailleurs, parce que on s'est rendu compte qu'en réalité, on n'a pas suffisamment pris en charge, pris en compte tous les paramètres qui concourent justement à la promotion du sport en Afrique. D'accord. Alors, le professeur Sakho, les 5 plus grands championnats européens, ce qu'on appelle les Big Five, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie ou la France, génèrent des chiffres d'affaires de plusieurs milliards de dollars par an, même s'il n'est pas réaliste d'espérer un peu de tels chiffres en Afrique à l'heure actuelle. Pourquoi les championnats africains ont du mal à générer des revenus? Il y a... les chiffres que vous avez donnés sont déjà une réponse. Parce que quand les grands championnats génèrent autant, ça veut dire que ce sont des championnats qui sont attractifs. Et quand vous êtes attractif, tout ce qui est investissement a tendance à aller chez vous. Nous ne sommes pas malheureusement attractifs. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Donc voilà le Nebetan, les championnats de quartier, tout à fait. Ça draine du monde. Non, on est attractif au plan sportif, au plan de la compétition sportive. Mais au plan de la compétition économique, on n'est pas attractif. Et or, aujourd'hui, comme il vient de le dire, le sport, nous sommes en train de sortir timidement. Nous sortons timidement parce que nous sommes en train de comprendre de plus en plus en Afrique que le sport, ce n'est pas seulement un résultat sportif. C'est aussi un résultat économique. Je donne souvent l'exemple parce que les jeunes Sénégalais et les Sénégalais globalement suivent le championnat anglais. Il y a un club qui depuis, je ne sais pas combien de dizaines, n'a pas gagné le championnat en Angleterre. Mais c'est l'un des clubs au plan économique les mieux tenus. C'est Arsenal. Cette année, peut-être qu'ils vont gagner parce qu'ils sont bien partis là. Mais Arsenal, aujourd'hui, a une gestion économique extraordinaire. Et donc, c'est ça qu'on demande aux Africains. Ne vous contentez pas seulement des résultats sportifs. On est fiers quand on gagne. On était très fiers en 2002 quand on a gagné la France. On a fait la fête et tout ça. Bon, on est fiers quand on voit une équipe africaine gagner en Coupe du Monde. Mais ce n'est pas que cela. Il faudrait qu'il y ait, comme vous dites, des retombées dans nos économies. Et ça ne va pas être... Quand même, l'Afrique est pourvoyeur de talents dans ces championnats qui sont les Big Five, comme on dit. Quel est le problème? Pourquoi l'Afrique n'en profite pas? Parce que les éléments de rémunération qu'il y a dans ces compétitions, nous ne les avons pas. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Vous avez dû suivre quand ils ont dit pour l'équipe de France faire la photo, un footballeur, un jeune, l'un des plus jeunes, Mbappé a refusé de faire. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il sait que s'il se met dans cette photo, il va gagner tant. Or, s'il surenchérit, il peut gagner un peu plus. C'est juste sur la base de son droit à l'image. Combien de fois Samuel Eto'o, Didier Drogba, Sadio Mané, Aladji Diouf, ils ont fait vibrer les spectacles de télévision en Europe? Qu'est-ce que nos pays ont gagné? Leur club va gagner. Liverpool a beaucoup gagné sur Sadio Mané. Mais est-ce que Liverpool a pensé à donner à Sadio Mané personnellement et au club de départ de Sadio Mané quelque chose sur les droits à l'image? La retransmission des droits de télévision, ça compte beaucoup. Et c'est ce qui fait vivre aujourd'hui le football d'ailleurs. La FIFA, pour la Coupe du Monde, les 3/4 de ses revenus proviennent des droits de télévision. Ces droits de télévision, quand on le fait dans le championnat de France, on le partage entre les différents clubs. PSG jusqu'au dernier, les Lorient et tout cela. Mais en même temps, il y a des joueurs particulièrement qui touchent des droits à l'image sur ces droits de télévision. Nous, nos joueurs, ça veut dire que nous n'avons peut-être pas tout ce qu'il faut pour aller négocier cela. Voilà, c'est dans la négociation de départ. M. Kassem, vous voulez dire un mot sur ça? Oui, disons que, vous savez, le sport, c'est une diversité d'acteurs. Et de plus en plus, on a des acteurs dans tous les secteurs. Dans le secteur économique, dans le secteur social, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Vous avez cette pluralité d'acteurs qui fait qu'aujourd'hui, chacun a sa part de, comment dirais-je, du gâteau, si on peut s'exprimer ainsi. Et malheureusement, au niveau de l'Afrique, nous avons un secteur sportif qui est actuellement exclusif, qui n'est pas encore inclusif. Et il faut créer les conditions d'une inclusivité du sport qui intègre en tout cas tous les acteurs des différents secteurs qui pourraient, par leur participation, par leur contribution, arriver à booster le sport et à créer les conditions d'un développement économique du sport. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on est dans un processus, on s'est engagé, puisque de plus en plus, on est dans la mondialisation. De plus en plus, on regarde les autres. De plus en plus,
on essaie de copier ce qui se fait de mieux dans le domaine du sport, qui est quand même un domaine démocratique par excellence, un domaine d'ouverture, un domaine de partage au niveau international. Alors j'ai 2 minutes avant d'aller aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs, mais je veux quand même aborder cette question. On entend souvent la polémique quand il y a l'inauguration d'infrastructures sportives à coût de milliards. Certains diront que voilà, ce n'est pas prioritaire dans des pays pauvres. Vous avez un commentaire par rapport à cela? Oui, bien sûr. Mon ami Saho serait même mieux placé que moi pour parler de cette question. Mais je dois dire que les infrastructures sont primordiales si on veut promouvoir le sport. Et pour arriver à un développement économique et social, il faut passer par le sport. De plus en plus, les gens ont compris que le sport fait partie intégrante des leviers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour promouvoir le développement économique et social. Pendant très longtemps, on a pensé que les ODD, etc., c'était vraiment les éléments d'appréciation d'une Afrique qui avance. Aujourd'hui, on peut considérer que le sport doit faire partie intégrante des préalables, en tout cas des conditions de développement du sport. Et je pense que, de ce point de vue, les dirigeants africains sont en train de comprendre que les réalisations dans les infrastructures, à travers les stades, à travers même les hôtels, à travers en tout cas un certain nombre d'infrastructures, doivent nous permettre de générer des revenus additionnels qui nous permettraient non seulement d'entretenir le secteur sportif, mais d'entretenir aussi d'autres secteurs qui sont quand même des secteurs de développement. D'accord. Professeur Saho, les gouvernements africains doivent-ils investir davantage dans les infrastructures sportives quand tout est prioritaire? Oui, il a donné la réponse, hein, et je partage entièrement son point de vue. Je crois qu'il y a peut-être quelques difficultés par moment. On peut se dire qu'il y a de l'indécence. On a des abris provisoires et on construit un stade à milliards. Abris provisoires pour l'éducation. Mais je crois que chaque chose avec son champ. Voilà, chaque chose avec son champ. Dans l'éducation, ils vont continuer, peut-être pendant un moment, à avoir des abris provisoires, mais peut-être qu'ils feront. Mais ce qui permettra aujourd'hui de capter des ressources qui vont aider à enlever ces abris provisoires, le sport fait partie de cela. Et l'infrastructure sportive, c'est le lieu d'expression du sport. Si c'est mal fait, vous n'allez pas là-bas. La télévision, vous avez besoin d'aller dans des endroits qui sont agréables à montrer. Quand vous avez une mauvaise police, c'est les journalistes et la télé qui sont les premiers à dire c'est pas bon, le spectacle n'est pas joli, et vous ne pouvez pas vendre. Et si vous ne vendez pas, il n'y a pas de revenu pour le sport. Donc les infrastructures, c'est important. D'accord. Alors nous avons quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il dit le football est une véritable industrie qui génère beaucoup d'argent. Son impact dans les sociétés, surtout africaines, n'est pas négligeable et cela se vérifie à travers l'explosion des activités commerciales, la construction des infrastructures sportives, routières et hôtelières à l'occasion des grands événements sportifs tels que la CHAN et le CHAN plutôt et la CAN pour les pays hôtes. Archiduc Théodore N'Djamena, il nous dit que le sport et particulièrement le football peut être un vecteur de développement économique par les revenus qu'il génère, comme les frais publicitaires, les droits de diffusion, les frais de logement et l'investissement des joueurs dans les secteurs économiques. Enfin, Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit, lui revient sur cette citation de Nelson Mandela en nous disant « Le sport a le pouvoir de changer le monde, il peut créer de l'espoir là où il n'y avait que du désespoir ». Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Tudièche à Kinshasa. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. Avec moi, le professeur Abdoulaye Sakho, directeur de l'Institut Edge, fondateur du curriculum droit du sport, chercheur et travaille également sur les questions liées à l'économie du sport. Et également avec moi, Mamadou Kassé, journaliste, ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil, écrivain, et qui a contribué au dernier ouvrage qui s'appelle Sadio Mané, le roi lion. Alors, professeur Sakho, comment convaincre cette partie de l'opinion qui est encore réticente de la pertinence de ces investissements et surtout quand on voit qu'il y a quand même des fois des problèmes de rentabilité, ces stades à coût de milliards, peut-être on ne les utilise qu'une fois par an. L'opinion, elle est beaucoup plus dans le résultat sportif. Quand le résultat sportif arrive, ils sont prêts à tout. Quand le Sénégal a gagné la CAN, je crois que les dirigeants sportifs pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ils allaient pardonner. Donc l'opinion, pour la convaincre, je crois qu'il faut s'organiser pour avoir de temps en temps des résultats sportifs probants qui vont aider. Et à ce moment-là, ça passera. Mais si vous n'avez pas de résultats sportifs et que vous faites des infrastructures, ils vont vous dire, écoutez, nous on a plus envie de manger que de voir du gazon. Et ça, ce serait normal. Maintenant, il y a, à côté de l'opinion, il y a les investisseurs. Le sport d'aujourd'hui, M. Dia, c'est le fait de ceux qui sont en charge de l'investissement partout dans le monde. Et ceux-là, ce ne sont plus les investisseurs traditionnels, là, comme on faisait à l'époque quand on était dans les années 70 et qu'on appelait les investisseurs dans nos pays. Quelqu'un qui vient s'installer ici avec armes et bagages, on lui déroule un code des investissements avec des avantages fiscaux et tout. C'est fini ça. Ceux qui investissent aujourd'hui et qui occupent le sport, ce sont ceux qu'on appelle les fonds d'investissement, les fonds de pension qui s'occupent de la retraite de certaines personnes, les fonds souverains qui appartiennent à des États. Ce sont ces gens-là qui viennent. Et tous les grands clubs aujourd'hui du monde appartiennent à ces fonds-là. Mais la question de la rentabilité, elle est quand même pertinente. Absolument. On a vu le débat sur le stade Abdoulaye Wade. C'est vrai qu'il vient d'être inauguré, mais on ne l'utilise pas beaucoup. On a eu cette même polémique lors de la Coupe d'Afrique au Cameroun avec toutes ces infrastructures. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on peut rentabiliser? Kassé pourra me mettre témoin. On a dans notre administration sportive la manière dont on a organisé notre administration sportive. C'est une administration pour le service public. C'est l'État qui fait tout. Quand vous allez au ministère sur les infrastructures, vous avez une direction des infrastructures. Or, aujourd'hui, dans les différents pays, ce n'est plus une direction du ministère. C'est un organisme qui est à côté, quelquefois privé, qui gère les infrastructures. Et donc cet organisme, au-delà des matchs de compétition sportive, ils en font tout. Ils peuvent faire des salons de l'agriculture, des matchs, ils peuvent faire plein de choses. Et donc, des concerts, ça doit être utilisé. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on doit changer notre approche administrative au regard du sport. Même la fédération, je le dis régulièrement, les fédérations doivent avoir des directions, j'allais dire, économiques pour pouvoir mettre en valeur tous les produits-là qu'ils ont autour des résultats sportifs. On a un peu mal vendu, à mon avis, pour le Sénégal, l'équipe nationale de football. On aurait pu mieux vendre cela et faire beaucoup plus de résultats. Parce que la FIFA nous donnera beaucoup. Même si on sort en premier tour, là, on va, je crois, avoir 9 millions de dollars US. Même si vous ne passez pas le deuxième tour, vous avez déjà ça, c'est un petit pactole. Alors, si la Fédé avait fait ce qu'il fallait, on aurait peut-être gagné plus. Voilà. Monsieur Kassé, l'organisation de compétitions internationales coûte cher, mais au moins cela permet de bâtir des infrastructures de développement, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a souvent un retour sur investissement, comme on dit? Oui, disons que s'il y a un domaine où véritablement on peut parler de gestion axée sur les résultats, c'est bien le sport. Aussi bien sur le terrain que dans le secteur, dans le domaine administratif. C'est une gestion axée sur les résultats. Je pense que de plus en plus, les gens comprennent que le sport, c'est des résultats sur le terrain, mais c'est des résultats aussi en dehors du terrain. Donc, toutes les infrastructures qu'on réalise, c'est pour obtenir des résultats. Il reste entendu que de plus en plus également, on est en train d'asseoir ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Et de ce point de vue, je pense que le secteur privé devrait participer justement à l'émergence d'un nouveau type de management du sport. C'est une nouvelle gouvernance du sport de façon générale. Et en tout cas, un peu partout en Afrique, on sent qu'il y a des frémissements
Mais le championnat sénégalais avec la Ligue professionnelle, c'était un peu l'objectif, non? Parfaitement. C'est pourquoi, d'ailleurs, on a parlé de professionnel, de professionnaliser le football pour l'amener à générer des ressources. Mais ces ressources ne proviendront pas simplement des spectacles, mais proviendront aussi d'autres acteurs et d'autres secteurs qui viendraient contribuer justement à la mise en place justement de ces mécanismes qui permettent de générer des ressources et qui vont faciliter l'octroi de crédits extérieurs pour réaliser de nouvelles infrastructures. Parce qu'il reste entendu que les infrastructures qui sont en train d'être réalisées sont des infrastructures de base. Mais on est engagé dans un processus qui doit être dynamique, qui doit nous permettre à terme d'avoir des infrastructures qui permettraient à la communauté internationale de façon générale de penser à l'Afrique. Je pense que de plus en plus, les gens doivent penser qu'on peut organiser une Coupe du Monde en Afrique, qu'on peut organiser des Jeux olympiques en Afrique, qu'on peut organiser de grandes compétitions en Afrique. Absolument. Et ça, c'est des situations qui pourraient permettre de générer des ressources additionnelles permettant de développer même d'autres secteurs, comme l'éducation, la santé et même d'autres secteurs qui pourraient quand même permettre à l'Afrique de faire des avancées, en tout cas dans ces domaines-là. Alors, professeur Sarro, vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, c'est pour conforter ce qu'il est en train de dire. Il y a beaucoup j'allais dire, de sources de revenus qui nous échappent. Parce que nous n'avons pas été bien organisés et nous n'avons pas su mettre en valeur ces ressources-là. Je vous donne juste un exemple. Je peux même en prendre deux. Un sur le Sénégal. Il y a une grande course automobile mécanique qui s'appelle le Dakar. J'aurais souhaité, et je le demande régulièrement, est-ce que la ville de Dakar a donné son onction et combien la ville de Dakar a obtenu? Parce que le nom Dakar nous appartient, nous. C'est notre capitale, ça fait partie de ce qu'on appelle notre propriété intellectuelle, ça fait partie de notre propriété. Ça, c'est un. Le deuxième exemple, il y a quelques années, ça fait peut-être une dizaine d'années, j'avais été saisi, moi, personnellement, par des gens qui avaient vu, chez un équipementier sportif, les motifs Bogolan. Bogolan, c'est vraiment de chez nous. Et ils avaient mis sur des chaussures ces motifs Bogolan, cet équipementier qui est très connu, et qui avait intitulé cela « ethnique ». Et ça a marché dans une communauté aux États-Unis, ces chaussures-là. Alors les gens, ils se sont dit, mais ça nous appartient. Pourquoi vous avez pris? Alors l'équipementier leur a dit, oui, moi je veux bien, ça vous appartient, je sais. Mais si je dois payer, je paye à qui? Voilà deux choses qui sont des sources de propriété intellectuelle qui nous appartiennent et sur lesquelles on a perdu. Je ne fais pas de publicité. La voiture Touareg, qu'est-ce que ça a à voir avec l'Allemagne, Volkswagen? Non, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses qui nous échappent parce que nous n'avons pas su saisir bien les ressources de la propriété intellectuelle. Il y a l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui a lancé un programme. Et c'est un de nos compatriotes, d'ailleurs, qui était dans les métiers de la musique, là, Aziz Dian, qui est là-bas. Ils sont en train de voir comment faire pour aider l'Afrique à utiliser les ressources de la propriété intellectuelle pour financer le sport. Le sport. Et à ce moment-là, les noms de Sadio Mané, peut-être que le nom sera quelque chose labellisé. Voilà, labellisé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous me permettez justement d'enchaîner sur ça. On a vu quelqu'un comme Sadio Mané investir beaucoup dans son terroir d'origine, et vous aviez fait allusion à ça. C'est une personne quand même. Comment est-ce qu'on peut faire pour que l'argent du football, généré en tout cas par les professionnels africains qui sont bien payés, puisse profiter à l'économie d'une certaine manière? Sur ce que Sadio Mané a fait, eux, ils ont écrit un livre sur Sadio Mané. Je crois qu'il en parlera mieux que moi. Mais comment faire maintenant pour que tout cela puisse profiter à l'économie? Il y a une organisation à mettre en place. Il y a vraiment une organisation à mettre en place. Sur la professionnalisation, par exemple, en Europe, quand on professionnalise, on prend une partie des ressources et on donne au football amateur. Mais nous, est-ce qu'on a cette précaution? Moi, je regarde notre football professionnel, c'est plutôt le football amateur qui a tendance à lui donner quelque chose parce que c'est l'équipe nationale qui donne de l'argent à la Fédé et qui redistribue à ceux qui sont supposés être des business.